rebonjour pour ceux qui avaient déjà suivi la première table ronde sur les stablecoins. Cette fois, on va peut-être aussi parler de stablecoins, mais on va plus spécifiquement parler de Bitcoin et des grandes entreprises, et avec un sujet évidemment qui, j'imagine, tient à cœur de tous les passionnés de Bitcoin et de tous les investisseurs de Bitcoin aussi, c'est comment passer du scepticisme à l'adoption. C'est quand même la grande question, la question centrale qui agite le Bitcoin depuis son lancement, depuis 2008 ou particulièrement depuis peut-être 2013-2014. Et pour en parler, je vais laisser les intervenants, parce que c'est ma coutume à moi de se présenter en commençant par Claire Bava. Bonjour à tous et merci Louis. Donc Claire Balva, moi j'ai un parcours principalement dans le conseil crypto, blockchain, Web3. J'avais monté une boîte en 2015 qui s'appelle Blockchain Partner, qui a été rachetée par KPMG il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et depuis 1 an, je suis experte indépendante. Donc je conseille des grandes entreprises sur les cryptos en général. Voilà. Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Stenger, moi je suis directeur général de Société Générale Forge, qui est donc la filiale dédiée aux actifs numériques du groupe Société Générale. Moi je suis Jérémy, je ressemble à la photo en plus. Donc DG de N26, pour ceux qui ne connaissent pas, N26 c'est une banque, donc une vraie banque avec une licence d'établissement de crédit en Allemagne. Aujourd'hui on a 8 millions de clients en Europe, 2,5 millions en France, 1500 employés. On est une banque, mais on est surtout une fintech et on se définit et on raisonne vraiment comme une boîte de tech. Donc on est entre les deux. On voit vraiment ce que c'est qu'un grand groupe, mais aussi ce que c'est que la tech. Donc ça va être intéressant. Et moi, je suis Louis Tellier. Certains me connaissaient avant sous l'étiquette AGFI, là où je m'occupais des questions de crypto. Et depuis lundi officiellement, donc j'ai rejoint l'équipe de The Big Well, donc qui est un média qui a été fondé un peu plus d'1 an et demi ou un peu moins d'1 an et demi, et qui s'occupe entièrement donc des questions de crypto et de blockchain. Alors, cette année, ou en tout cas le dernier bull run, a été assez particulier en la matière, puisqu'il a été celui de l'institutionnalisation, peut-être, si on peut le comparer aux deux autres, ceux de 2014 et ceux de 2017-2018, et avait aussi une autre particularité, c'est que Bitcoin, la perception de Bitcoin de la part de nombreux gros acteurs, et notamment BlackRock, a changé, en tout cas publiquement. Des offres essaient d'être lancées vis-à-vis de Bitcoin, aussi bien en termes d'investissement que d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé par rapport à avant et qui donne peut-être, alors pas un espoir, mais en tout cas un changement de paradigme vis-à-vis de Bitcoin. Et ma première question est pour toi, Claire. Justement, toi qui as une expérience quand même en termes de conseil assez longue, à peu près 2015-2016, tu as vu un petit peu tous les discours sur Bitcoin et tu as vu aussi l'évolution. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ce changement ou pas de perception vis-à-vis de Bitcoin dans les grandes entreprises? Alors oui, c'est clair qu'en 8 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a 8 ans, et moi, tu vois, c'est la raison pour laquelle ma boîte s'appelait Blockchain Partner et pas Crypto Partner ou Bitcoin Partner, c'est parce que on pouvait pas vraiment parler de crypto et encore moins de Bitcoin auprès de nos clients. C'était inaudible. En fait, nous, ce qu'on nous achetait, c'était du conseil sur la blockchain, et le moins on parlait de crypto, le plus on vendait d'émissions. Donc le choix était finalement assez pragmatique. Et petit à petit, ça a changé. Et c'est vrai que depuis le dernier bull run, moi, ce que je constate, alors à la fois quand je bossais chez Blockchain Partner, by KPMG, et même maintenant en tant qu'indépendante, c'est que maintenant, nos clients nous demandent des missions sur la crypto. Alors maintenant, il y a aussi du Web3, il y a des NFT, il y a plein de choses. Mais finalement, on peut parler de crypto, c'est beaucoup plus simple. Bitcoin reste quand même le sujet qui, je trouve, cristallise le plus de tension, parce que je dirais que c'est probablement la crypto qui a une des moins bonnes réputations, alors pour plein de raisons, mais parler de l'Ether, par exemple, c'est nettement moins politique et risqué que de parler de Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je vois la plupart des entreprises adopter les cryptos, mais pas encore vraiment adopter Bitcoin. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, je dirais que ça passe plutôt par d'autres cryptos avant d'arriver à Bitcoin. Donc, par exemple, les déclarations de Larry Fink, donc, qui est le PDG de BlackRock, ou la perception qu'a Bitcoin des grandes entreprises, ça, tu ne le vois pas encore totalement. C'est pas un changement de paradigme que tu observes énormément. Non, alors, il y en a, mais c'est vrai qu'on voit ces déclarations finalement plutôt aux États-Unis et moins en Europe, en tout cas aujourd'hui.
Et moi, ce que j'observe concrètement dans les projets, c'est que c'est assez rare, même si ça existe, hein, qu'une entreprise aille sur Bitcoin uniquement. On voit des banques, alors je pense que Jérémy et Jean-Marc en parleront bien mieux que moi, aller sur les cryptos en général. On voit certains gestionnaires d'actifs aller un peu sur Bitcoin et se positionner plus particulièrement sur Bitcoin, mais en fait, leur intérêt à eux, c'est de composer des portefeuilles qui soient relativement équilibrés, donc ils vont même chercher les cryptos en général. Et après, pour les entreprises non financières, en fait, Bitcoin, c'est pas si intéressant d'un point de vue business pour elles. Elles peuvent faire du paiement, mais finalement, elles peuvent aussi faire du paiement en stablecoin ou avec d'autres cryptos. Donc, elles vont plutôt faire des NFT, des tokens, etc. C'est quand même peut-être, Jérémy et Jean-Marc, assez peut-être paradoxal, parce qu'on reprend l'exemple des États-Unis, mais aux États-Unis, peut-être la seule crypto qui n'est pas trop attaquée par notamment les superviseurs, c'est peut-être Bitcoin. Depuis 2018, Bitcoin est qualifié de donc, ce qu'on appelle une commodity, donc, qui est beaucoup plus accommodant quand même, sans mauvais jeu de mots, vis-à-vis de l'utilisation de la crypto et pas être obligé de s'enregistrer. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple. Jérémy, chez N26 par exemple, quelle est la perception de Bitcoin et quel est ton point de vue justement sur cet environnement un petit peu paradoxal quand même que Claire a décrit et avec les événements qui se sont passés tout au long de cette année? Alors, je pense qu'il faut distinguer vraiment deux catégories. Il y a les grandes entreprises donc, qui représentent finalement le monde général. Donc, eux, ils ont cette connaissance des cryptos et qui résume souvent à Bitcoin, mais qui est encore assez limitée. Et dans une autre catégorie, il y a finalement les banques et alors, toutes les personnes qui sont ici qui connaissent beaucoup plus ces sujets. Et quand on regarde un petit peu, bah oui, quand on est un petit peu dedans, on se rend compte que le vrai sujet, c'est la réglementation. Avant même de pouvoir commencer à avoir des usages, quand on est banquier, quand on commence à regarder ces sujets-là, la première chose qui vient et je pense que c'est peut-être un biais de banquier, mais on sait que la réglementation, c'est quelque chose qu'il faut respecter, notamment en termes de confiance et de protection des clients. Mais c'est forcément la première réflexion qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un cadre réglementaire? Et la réalité que nous, on s'est posée, parce que mécaniquement, chez N26, on est une boîte de tech qui fait de la fintech. Autant vous dire que les cryptos, tout le monde en parle depuis le premier jour où j'ai commencé, donc il y a déjà plus de 7 ans, et ça on continue. Simplement, très vite, sont posées plusieurs questions, mais la première, c'est est-ce que c'est réglementé? Si c'est pas réglementé, malheureusement, on est une banque. C'est quasiment un no-go parce qu'on est obligé de respecter la réglementation. Après, on en discutera, il y a d'autres sujets. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que les clients appellent cette chose-là? Mais avant même d'avancer quelque part, il y a cette question. Et ce qui a changé, et là, pour la peine, je ne sais pas si on peut dire, il y a un cocorico européen, mais on est presque en avance de phase là-dessus. Là où on voit les Américains qui disent non, on ne sait pas, on va dire non. Là où les différents régulateurs européens, et je pense que je l'ai vu dans différents pays, où il y a eu très vite beaucoup d'échanges avec les différents acteurs qui arrivent maintenant à MiCA, mais objectivement, on est en avance de phase sur ces sujets-là parce qu'il y a eu ces discussions avec les régulateurs en amont qui fait que justement, on va être les leaders, en tout cas, sur ces sujets-là. Peut-être Jean-Marc, alors peut-être sur Bitcoin, parce qu'on parle beaucoup de crypto, mais sur Bitcoin et sur la crypto justement, pour rappeler, SG Forge a fait pas mal d'expérimentations depuis maintenant quasiment un peu plus de 5 ans. Est-ce que tu peux nous décrire justement comment est-ce qu'on convainc en haut lieu dans un grand groupe bancaire en plus français, et quelle est la perception aussi peut-être de Bitcoin, si on peut le mettre à côté des cryptos, parce que vous avez essentiellement fait des expérimentations qui concernaient d'autres cryptos et qui étaient sur Ethereum notamment. Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint un peu ce que Claire explicitait, et c'est aussi notre expérience au sein du groupe Société Générale. Alors, pour rappel, nous, on appartient vraiment à la partie de la banque qui s'occupe des grands clients et des institutionnels, pas des métiers retail. Donc, c'est peut-être une différence de positionnement aussi qui est importante d'avoir en tête. Mais effectivement, on a vraiment vu ces différentes phases par lesquelles j'ai l'impression le marché, les acteurs, en tout cas grands groupes, sont passés. C'est-à-dire une phase, il y a plusieurs années, peut-être 5-7 ans, où effectivement il y avait une opposition très dogmatique entre nos métiers et puis la proposition de valeur intrinsèque que peut porter en premier lieu Bitcoin et toutes les autres blockchains ou protocoles par la suite, simplement nourri par peut-être une incompréhension du sous-jacent et une problématique juste
voilà, de compréhension du sujet dont on parle. Et nous, c'est l'époque à laquelle on a commencé, donc on était vraiment confrontés à ça. Et effectivement, passer par des éléments de langage, par une capacité à expliciter le fond de la proposition de valeur, ce que peut amener la cryptographie, ce que peut amener les protocoles blockchain en eux-mêmes, au-delà du cas d'usage ou du positionnement de tel ou tel protocole, ça a été une façon aussi de désamorcer les sujets. On a eu la chance, et je crois que c'est une vraie chance, d'avoir à la fois des régulateurs déjà à l'époque en France qui étaient très ouverts au sujet, et le rôle pionnier des régulateurs français dans cette perspective est à souligner, mais aussi des dirigeants dans le groupe, jusqu'au CEO du groupe, qui nous ont accordé suffisamment de temps pour qu'on puisse leur expliquer. Et ça a été long, on a passé beaucoup de temps avec tous les dirigeants du groupe à cette époque-là, et qui ont aussi bien voulu engager le groupe dans des expérimentations pour qu'on puisse toucher du doigt les mérites de la cryptographie et des cryptos en eux-mêmes, et avoir des indicateurs un peu durs, un peu étayés de bénéfices que peut nous apporter ces protocoles, au-delà des discussions parfois très émotives qu'il pouvait y avoir sur le sujet. Et donc, passer par des phases d'expérimentation très concrètes, et c'est un peu l'époque où on a réalisé nos premières émissions de Security Token, ça a été une bonne façon, dans une banque qui est quand même une banque d'ingénieurs, globalement à la Société Générale, de dépassionner le débat avec des gens qui ont ensuite accepté de amorcer cette courbe qui nous a amené là où on est aujourd'hui et qu'on continue à prolonger. Et comment est-ce qu'on appâte, justement, comment est-ce qu'on montre pour démystifier auprès de personnes qui sont chargées de prendre des décisions très dures et qui ont des idées, qui ont des principes très arrêtés. Comment est-ce qu'on fait Quel est ton secret? Ouais, alors c'est une bonne question et il n'y a clairement pas de réponse générale. Nous, dans notre cas, je pense que c'est un mix entre, encore une fois, une culture interne qui est quand même très portée sur l'innovation. La Société Générale, c'est une banque qui a toujours été très innovante en termes de produits financiers. On a inventé historiquement certains produits financiers, comme les warrants par exemple. Donc il y a quand même cette culture maison où on accepte d'essayer des choses et parfois ça ne marche pas et c'est pas grave et on sait qu'on peut progresser que comme ça. Ça c'est le premier point. Et après le deuxième point qui est peut-être moins perceptible, moi je crois que ça joue beaucoup aussi autour des gens et de la confiance personnelle qu'on peut avoir dans les gens. L'équipe initiale d'SG Forge, il y en a certains qui sont dans la salle, s'en souviendront peut-être, on arrivait tous de métiers différents de la banque et à un moment donné, on a aussi tous accepté de se mettre professionnellement en risque sur tout un tas d'aspects, y compris nos rémunérations, pour lancer quelque chose from scratch qui pouvait très bien justement se crasher 6 mois ou 1 an après. Et le fait que voilà, on ait développé des activités au sein de la banque qui ont marché avec une connaissance mutuelle et je pense une confiance et un respect, c'est probablement aussi un élément qui a joué de façon assez importante. Claire, justement, quand on va conseiller une grande entreprise ou même un client, notamment quand tu étais chez KPMG Blockchain Partner, quels étaient les points de friction dès le départ et quels étaient les no-go souvent mis en avant et les raisons de ces no-go et que ces gens-là, que ces grandes entreprises étaient réticents à adopter la crypto et puis Bitcoin? Alors, sur Bitcoin, tu as toute une série de poncifs qui sont assez habituels sur financement du terrorisme, activité illicite, énergie consommée par le proof of work, etc. Donc, tu avais toutes ces raisons qui étaient mises en avant. Alors, c'est vrai, pas que sur Bitcoin, sur l'ensemble des cryptos, mais sur Bitcoin particulièrement. Donc, il y en a certaines d'entre elles qui peuvent être travaillées parce que tu peux rassurer tes clients en leur disant, voilà, sur... j'en sais rien, la traçabilité des fonds, par exemple, il y a des choses à faire, il y a des entreprises d'analyse de données, de transactions qui existent, etc. Mais en fait,
Enfin, tu vois, moi, je suis pas là pour vendre Bitcoin à une grande boîte qui en a pas besoin. C'est pas du tout mon objectif. Moi, mon but, c'est que mes clients, ils aient pas de préjugés qui les empêcheraient de trouver une opportunité intéressante. D'avoir une réflexion éclairée. Exactement. Et donc, par exemple, pour des acteurs financiers ou des acteurs du paiement, c'est super intéressant de se pencher sur Bitcoin aujourd'hui. Pour des gestionnaires d'actifs aussi. Mais tu vois, je bosse aussi pour des boîtes dans la mode ou dans le luxe. Pour elles, la vérité, c'est que se pencher sur Bitcoin aujourd'hui, c'est pas vraiment la priorité. C'est beaucoup plus intéressant d'aller expérimenter de la tokenisation, par exemple, sur Ethereum. Donc, le but, c'est pas de faire rentrer du Bitcoin là où il n'y en a pas besoin non plus. Ouais, juste pour rebondir et aller dans ton sens, je crois qu'effectivement, ce qui est absolument clair aujourd'hui, on le voit dans les activités bancaires, mais dans d'autres métiers également, c'est que la phase, encore une fois, dogmatique de préjugés, j'ai quand même l'impression que globalement, elle est derrière nous. Il y a une bien meilleure compréhension de la proposition de valeur sous-jacente et de ce que ces technologies ou ces assets peuvent amener dans plein de métiers, plein de cas d'usage. Après, s'agissant d'activités financières, effectivement, ce que tu disais, la réglementation est un prérequis absolument indispensable pour nous pour pouvoir proposer des offres de services. Il ne faut jamais oublier non plus qu'une banque, à la fin, c'est une entreprise commerciale comme n'importe quelle autre. Donc, nous, on est là pour vendre des biens et des services à ceux qui veulent bien nous les acheter contre rémunération, et on est assez froid et agnostique par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a un service demandé par un client auquel on peut répondre dans le respect d'une réglementation qui existe et qu'on comprend et qu'on peut mettre en œuvre de façon là aussi relativement sûre, on va le faire. Et je peux vous assurer qu'on est assez, encore une fois, froid par rapport à ça. Sur le sujet des cryptoactifs et de Bitcoin en particulier, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de demandes de la clientèle. Encore une fois, je m'exprime dans le cadre des clients que l'on sert à la Société Générale, donc des grandes entreprises, des institutions financières, des asset managers. On voit beaucoup plus de demandes sur de la tokenisation d'actifs ou l'émission d'instruments financiers nativement au format token. Là, on voit bien la proposition de valeur, on voit bien le chemin pour y arriver. Sur un sujet ou un actif comme Bitcoin, qui est... c'est une conviction personnelle très profonde, une formidable invention et un actif qui porte des bénéfices intrinsèquement très importants. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour une entreprise, un distributeur, un acteur des paiements, un corporate, d'intégrer cet actif-là dans son business model et dans une proposition de valeur que lui-même pourra apporter à ses clients. Donc il y a des canaux à établir, il y a des éléments de réglementation encore à terminer de poser, mais il y a aussi je dirais une fonction d'utilité à raffiner peut-être s'agissant de Bitcoin. Alors Claire, tu voulais réagir ? Oui, parce qu'on en discutait l'autre jour avec Jean-Marc, mais c'est vrai qu'en plus ces projets demandent un certain investissement pour creuser les questions de réglementation, un investissement technique aussi, ça demande d'aller voir des partenaires. Et donc, comme tout projet dans une entreprise, ça a des coûts. Et donc, ces projets-là se retrouvent en concurrence avec d'autres projets qui parfois n'ont en fait rien à voir avec la crypto. Donc, moi, un exemple en ce moment tout bête, je travaille pour un client qui est une entreprise du CAC 40. Ils vont demander du budget pour expérimenter sur des sujets crypto de nouveau l'année prochaine. Mais en fait, ils doivent aussi demander du sujet sur l'intelligence artificielle, qui est le nouvel effet de mode du moment, qui est aussi un gros sujet pour cette entreprise-là, qui a des grandes conséquences. Et donc, la direction, quand elle va prendre la décision, elle va regarder à la fin qu'est-ce qui est le plus prometteur et surtout qu'est-ce qui leur rapportera le plus, finalement. Et donc, quand on veut convaincre une entreprise d'investir la crypto ou Bitcoin, il faut les convaincre que c'est intéressant d'un point de vue profitabilité pour eux. Alors justement, Jérémy, chez N26, une banque tech-friendly, comme tu l'as décrit au début, justement, qu'est-ce qui est intéressant dans le cas de Bitcoin, de mettre à disposition Bitcoin ou des cryptos pour les clients? Quelle est la demande des clients justement vis-à-vis de ça? Peut-être, alors, classe d'actifs, peut-être tu pourras le décrire, mais peut-être au-delà de la classe d'actifs, qu'est-ce que Bitcoin est intéressant? Parce que c'est avant tout un réseau. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour des acteurs bancaires, à la fois pour des clients ou à la fois pour une banque elle-même? Alors, chez nous, il y a clairement eu les deux sujets. Il y a d'abord eu le sujet de on est une grande entreprise et là-dessus, il y a un sujet d'abord de ROI, de retour sur investissement, au sens large. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas, ne serait-ce de façon monétaire, on parle au sens large parce que chez nous, notre vrai sujet, et je pense dans beaucoup de boîtes de tech,
Le sujet, c'est la ressource, la contrainte, c'est toute la partie développement. Donc mécaniquement, si on lance, ou si on avait choisi de lancer par exemple les cryptos plus tôt, ça aurait été en concurrence avec d'autres projets. Hein, et même moi, à certains moments, objectivement, j'ai peut-être plus poussé pour d'autres projets que la crypto en interne. Hein. Faut être aussi assez transparent là-dessus. Donc il y a comment est-ce qu'on optimise les ressources en interne. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes ici qui veulent contacter des grands groupes, c'est important à savoir, et c'est pas que financier, hein, c'est est-ce que vous allez avoir des ressources légales, est-ce que vous allez avoir des ressources techniques, et ainsi de suite. C'est cette partie-là que les entreprises regardent au-delà du retour sur investissement. Après, le sujet aussi chez nous, c'est un sujet, on est une banque retail, hein, donc on s'adresse à des clients. Est-ce qu'il y a une demande aussi des clients? Parce que on va pas lancer, on aimerait, hein, et on est une vraie boîte de tech, donc on aime bien lancer des produits juste parce que c'est cool et que c'est pratique. La réalité, c'est qu'on attend aussi la demande des clients. Et jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, dans l'écosystème, on voyait beaucoup de demandes des cryptos, du Bitcoin, mais finalement, dans le monde un peu plus large, on avait une demande qui était finalement plutôt représentative au sens large. Maintenant, pour terminer sur qu'est-ce que ça change le Bitcoin aujourd'hui, l'usage, en tout cas, ce qu'on propose à nos clients et en tout cas moyen à court terme, c'est d'abord surtout une exposition, parce qu'on parle depuis le début, on a commencé à parler de bull market et de bear market. La réalité, c'est que ce qui attire beaucoup de clients, en tout cas retail, c'est notamment l'exposition potentiellement avec le gain futur ou avec la perte, hein, mais c'est d'abord vraiment cette exposition-là qui est attendue par les clients. Les autres cas d'usage, notamment de Bitcoin, aujourd'hui, c'est assez compliqué. C'est ça qui complique le monde réglementé, c'est que souvent, c'est des usages qui ne sont pas faits pour être réglementés. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas aujourd'hui, le parti pris, c'est justement de se limiter à ce qui est attendu par le client et qui est réglementé. Si après, on est capable de développer d'autres cas d'usage, on sera ravis d'accompagner, mais il faudra aussi qu'il y ait une demande des clients. Alors justement, Jean-Marc, tu disais que c'était une formidable invention. En quoi, pour toi, personnellement, c'est une formidable invention, justement? Qu'est-ce que ça peut apporter en plus à la finance actuelle? C'est une vaste question, mais si tu as 2-3 éléments, et je te... Non, mais bon, je pensais, pas un point de vue, je pense, très différent de beaucoup de monde dans la salle. Hein. Enfin, la technologie blockchain, la matrice originelle, c'est quand même Bitcoin. Donc, je pense que la réponse, c'est ça. Après, encore une fois, avec le temps, il y a une divergence des différents protocoles avec les différents autres protocoles qui sont apparus. Là aussi, hein, finalement, pour répondre à des besoins différents. Et c'est de plus en plus net quand on regarde, par exemple, juste Bitcoin et Ethereum. Hein, mais voilà, je pense que c'est ça la réponse. Je voulais peut-être juste aussi en profiter pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'environnement bancaire et client. Alors effectivement, il faut être bien conscient que tous les projets dans des grandes entreprises sont toujours en concurrence les uns avec les autres. Mais également, il faut aussi avoir bien conscience probablement que c'est très compliqué de faire les choses à petite échelle dans des grandes entreprises. Malheureusement, on est assez binaire. Voilà, c'est compliqué d'expérimenter dans un environnement réglementé, fortement réglementé, où la réglementation vous tombe sur le dos dès le premier euro que vous acceptez d'un client, juste avec un petit périmètre client ou un petit périmètre d'activité. Bon, j'ai des chiffres en tête, je ne pense pas que je puisse les partager, mais des sujets qu'on avait regardés simplement pour pouvoir brancher par exemple des systèmes de custody, de crypto-custody sur des applications internes du groupe. Enfin, il faut se rendre compte, c'est déjà des coûts qui se comptent en millions d'euros et vous n'avez encore rien proposé à votre client. Donc, quand on se lance dans cette démarche, il faut déjà que toutes les planètes soient alignées. Donc, encore une fois, on a parlé de la réglementation, mais il y a plein d'autres sujets quand on lève le capot qui sont extrêmement, qui sont absolument nécessaires. Je pense par exemple à deux sujets qui nous en ce moment nous occupent beaucoup, qui sont le traitement prudentiel des cryptoactifs pour les banques. C'est-à-dire en gros combien de capital réglementaire on doit mettre en face de chaque activité. Toutes ces activités sont segmentées pour les clients. C'est pas, jusqu'à il y a très récemment, c'était pas très clair. C'était même pas clair du tout. Mais il y a un autre sujet qui est fantastique aussi en Europe, c'est RGPD.
traitement des données personnelles. Il y a beaucoup de sujets qui sont encore très nébuleux là-dessus. Par exemple, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, c'est absolument pas clair si une adresse publique, par exemple, doit être considérée comme une donnée personnelle ou pas, avec tout ce que ça inclut derrière. Et les données personnelles, RGPD, ça diffuse également sur les employés de la société qui traite ou qui génère le service pour la clientèle. Donc voilà, il y a tous ces éléments qu'on doit aligner pour pouvoir à la fin proposer une offre à de la clientèle. Et encore une fois, dans le cas d'un groupe comme le nôtre, c'est tout de suite une clientèle extrêmement large. Voilà. Et donc il faut que l'équation économique, investissement versus demande et potentiel de revenus clients s'équilibre. Alors qu'à côté, il y a plein d'opportunités, que ce soit géographiques ou en termes d'activités différentes. Claire, tu voulais réagir peut-être ? Oui, en fait, je suis complètement d'accord parce que moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les expérimentations à plus petite échelle sur Bitcoin ou sur le reste se font plutôt dans des entreprises de secteurs non réglementés. Donc, ça va être de la grande distribution, ça va être mode, luxe, etc., qui ont plus de facilité à se lancer dans des petits projets et à itérer à partir de là que des instituts bancaires, par exemple, qui, comme le disait Jean-Marc, subissent la réglementation dès le premier euro et donc qui sont obligés d'enclencher des coûts conséquents. Et pour toute cette raison, nous, pendant longtemps, finalement, tous les projets qu'on avait avec des banques ne touchaient pas à de la crypto parce que c'était impossible ou alors c'était vraiment des projets qui ne voyaient pas le jour auprès des clients. À l'inverse, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'entreprises extra-financières qui lancent des vrais projets de tokenisation. Alors, ça peut être des NFT, ça peut être des tokens qui sont autre chose, ça peut être des DAO, mais qui touchent le grand public, alors qu'on ne voit pas encore ça chez les banques, ou en tout cas beaucoup moins. Après, si on parle spécifiquement de Bitcoin, ce que ça veut dire très concrètement, c'est comme je le disais tout à l'heure, les entreprises extra-financières aujourd'hui, en fait, elles s'intéressent assez peu à Bitcoin parce que c'est pas nécessaire. Donc, mon constat, il est un peu amer ici, c'est que finalement, l'adoption de Bitcoin, elle passe, en tout cas aujourd'hui, plutôt par des entreprises financières, pour qui c'est difficile parce qu'il y a cette réglementation qui est relativement bloquante. Et donc, c'est plutôt des pure players aujourd'hui qui sont positionnés sur Bitcoin. Et c'est pas impossible, à mon sens, que l'adoption par les grandes entreprises, elle passe par de la filialisation aussi, comme il y a eu chez vous, ou par du rachat de pure players. Mais qu'est-ce qui bloque justement parce qu'on on est tous à peu près d'accord pour dire que Bitcoin et les cryptos se démocratiseront par des cas d'usage, ce qui est logique dans la logique du marché. Mais justement, qu'est-ce qui empêche ces cas d'usage de se développer ? C'est parce que au niveau technique, c'est encore un petit peu trop balbutiant en tout cas, ou alors est-ce que c'est aussi la réglementation qui fait que le cadre n'est pas encore assez safe pour permettre justement de rassurer les acteurs qui seraient susceptibles justement de proposer des services de paiement, des services aussi de transfert d'argent. Jérémy, c'est ces deux aspects qui sont bloquants aujourd'hui. On se regardait tous qui va être interrogé. Je peux prendre le point. Je pense que en fait, si je reformule un petit peu, et en même temps, je reformule aussi le titre du panel, je pense que la question qui est posée ici, c'est l'adoption de masse de Bitcoin ou pas. Et la question, c'est est-ce que on va dire la mise en place de services autour de Bitcoin par les grandes entreprises, est-ce que c'est un vecteur de mass adoption de Bitcoin ou pas? Alors, on va laisser la question de côté. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça va arriver? Je pense, là, chacun aura probablement sa réponse. Et peut-être que ça ne va pas arriver et que Bitcoin va rester sur le côté, en dehors du système financier classique. Et c'est peut-être très bien et c'est peut-être fait pour ça. Et ce n'est pas un problème. Il y a peut-être une autre voie qui est effectivement, et on le saura tous peut-être dans quelques années, d'une adoption plus large de Bitcoin. Alors effectivement, il y a la question du cas d'usage qui devrait être répondu, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres, enfin en tout cas il y a d'autres questions à côté. Je pense par exemple à
à la facilité de création de wallet et d'ouverture de compte. Aujourd'hui, c'est quand même encore, même si ça s'est beaucoup amélioré, très très rugueux pour de la clientèle retail. Et c'est déjà compliqué dans des pays européens, mais c'est encore plus compliqué évidemment dans des pays où le taux de financiarisation est beaucoup plus bas, voire où il n'y a même pas du tout de banque ou d'accès à ne serait-ce qu'à Internet pour commencer. Donc voilà, c'est peut-être probablement aussi ça la question, et c'est des modèles différents qui devront trouver leur chemin. Alors, contre-intuitivement, là où je suis d'accord, donc il y a un sujet qui est aujourd'hui, pour que ça soit démocratisé, il faut que ça soit plus simple qu'un cas d'usage qui existe déjà. Donc aujourd'hui, on a vu les cartes bancaires ont remplacé les billets, le paiement sans contact remplace le paiement avec carte, le paiement, le Apple Pay, Google Pay remplace. Donc à chaque fois, c'est systématiquement ça a toujours été un cas d'usage qui était plus simple. Donc la condition sine qua non, et je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que pour que un cas d'usage soit démocratisé, il faut que ça vienne apporter un cas d'usage qui soit plus simple que ce qui existe déjà. Donc ça, c'est la première condition. Après, contre-intuitivement, quand tu disais qu'il y a des endroits où il n'y a pas Internet, sauf que justement, les endroits où ils commencent à avoir Internet, mais il n'y a absolument pas de moyens de paiement et autres, c'est là où, typiquement, peut-être que ça simplifie plus que ce qui existe déjà. Donc c'est là où la barrière n'est pas nécessairement la même. Oui, tout à fait. Il y a plein d'endroits dans le monde où le mobile money, par exemple, qui sont des services de paiement non bancaires, ont pris le pas, et je pense durablement, sur les services bancaires traditionnels. Donc effectivement, c'est peut-être aussi un vecteur d'inclusion financière nouveau qui demande à être développé. Mais également, je pense qu'il faut aussi voir ceci dans une perspective de ce qui va arriver dans les petites années à venir. On a parlé des stablecoins sur un précédent panel. C'est un type d'actif de règlement qui va se démocratiser aussi. Et on va probablement aussi, peut-être à échéance un tout petit peu plus longue, mais pas si longue que ça, aussi voir arriver des monnaies numériques de banque centrale. On sait que notamment la BCE en Europe travaille beaucoup sur le sujet, avec des monnaies numériques retail, des monnaies numériques potentiellement wholesale, donc pour les grandes entreprises. Les actifs numériques natifs, dont Bitcoin, vont aussi être en concurrence en termes d'adoption avec les stablecoins d'une part et les monnaies numériques de banque centrale d'autre part, avec des canaux de distribution et d'accès client pour ces actifs de règlement qui sont déjà établis, avec des acteurs qui ont déjà acquis cette clientèle et qui seront en mesure de distribuer et de rendre accessibles ces moyens de paiement numériques. Donc, on a tous besoin, et je pense qu'il n'y a plus de débat sur le fait que dans un monde qui se digitalise, le Web 3, les applications, les réseaux sociaux, où il y a un besoin impératif d'avoir des instruments de transmission de valeurs numériques. Le besoin est là, c'est clair, mais voilà, le chemin pour y arriver, il y a cette compétition qui va exister aussi. Est-ce que Claire, tu avais une maxime, en tout cas avec Alexandre Sachenko, avec qui tu as créé Blockchain Partner, qui était qu'aujourd'hui, c'est plus risqué de ne pas aller dans la crypto et la blockchain que de ne pas y aller. Justement, enfin, non, c'est plus risqué, pardon. Oui. En fait, c'est une des phrases qu'on disait parfois à nos clients qui nous disaient c'est extrêmement risqué d'y aller, et on leur répondait oui, mais c'est aussi risqué de ne pas y aller. Finalement, c'est peut-être même plus risqué de ne pas y aller selon quel type d'acteur vous êtes et quel est votre modèle économique. Et je suis toujours convaincue de ça. Maintenant, la question, tu vois, là, on parle d'adoption. La vraie question, c'est aussi adoption pour quoi faire. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde l'adoption de Bitcoin par les grandes entreprises, en fait, elle passe surtout par Bitcoin en tant qu'actif. Pour faire de l'investissement, pour éventuellement faire du trading, pour proposer des produits d'investissement à ses clients. Mais les usages de Bitcoin comme moyen de paiement sont encore plutôt minoritaires. Et je pense qu'on voit finalement beaucoup d'acteurs être freinés par ça, par le fait que Bitcoin est principalement utilisé en tant qu'actif, et ça les gêne. Pour plein de raisons. Il y a des préjugés, il y a des raisons qui peuvent être morales, psychologiques, philosophiques, etc. Mais je pense que l'adoption de Bitcoin, ça ne doit pas juste être l'adoption comme actif, mais ça doit être aussi l'adoption de Bitcoin pour ce pourquoi il a été prévu, c'est-à-dire aussi un moyen de paiement et un moyen de faire des transactions réellement. Donc
Pour moi, c'est aussi ça qu'il faut encourager, encore une fois, sans essayer de refourguer du Bitcoin quand il n'y en a pas besoin. Mais je pense que les usages sur Lightning, typiquement, qui sont aussi valorisés à cet événement, vont être particulièrement intéressants pour ça. Est-ce que finalement aussi l'histoire naturelle fait que un certain nombre de préjugés sur Bitcoin vont naturellement sauter? Par exemple, aujourd'hui, il est quasiment unanime, alors notamment pour les superviseurs américains, que Bitcoin est la crypto la plus décentralisée ou le réseau le plus décentralisé, que l'impact sur l'environnement est un peu plus mitigé. Enfin, en tout cas, au départ, ça détruit l'environnement. Et aujourd'hui, quand même, c'est un petit peu plus mitigé, même dans la déclaration de beaucoup. Avec l'année qui s'est écoulée, donc même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais pour le grand public, c'est rangé un petit peu dans la même case. Il y a eu FTX, il y a eu Genesis, il y a eu Celsius, il y a eu Terra Luna. Et Bitcoin est encore là, même s'il y a eu d'importantes fluctuations de cours. Justement, est-ce que l'histoire naturelle n'est pas destinée à faire que Bitcoin, en fait, petit à petit, soit un peu mieux compris, soit un peu plus adopté? Déjà, structurellement, Bitcoin est justement censé ne pas être altéré par tous ces événements. Donc c'est philosophiquement, c'est fait pour ça. Donc ça, c'est la première chose. Et ça l'a prouvé cette année. Ça l'a prouvé, donc parce qu'on quand on regarde historiquement et philosophiquement, ça a été créé pour ça. Maintenant, tout va pas exploser du jour au lendemain, tout va pas disparaître. C'est normal aussi que ça se fasse par itération. Toutes les industries, historiquement, il y a eu des vagues up and down, c'est normal aussi. Donc c'est normal que ça se développe, c'est normal que la compréhension des personnes, parce qu'encore une fois, on est ici entre spécialistes, mais quand on sort des spécialistes, et même les régulateurs américains, clairement, ils ont démontré que jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était encore quelque chose qui était nouveau, donc ça prend quand même un certain temps. Et dès qu'il y aura un petit peu plus de cas d'usage qui se développeront, je pense que ça se facilitera aussi, mais c'est progressif et c'est normal qu'il y ait des vagues comme le cours. D'ailleurs, je pense que le cours est reflète quasiment ce qui se passe dans la vraie vie à ce niveau-là. Ouais, s'agissant soit des grandes entreprises américaines que tu as citées ou des régulateurs américains, je pense qu'il faut aussi être toujours un peu prudent, parce qu'on sait que la philosophie, la manière d'opérer est beaucoup plus pragmatique, parfois même opportuniste aux États-Unis, et un statement un jour, faire un statement un jour n'est absolument pas gage de ne pas avoir le statement absolument inverse 2 ans après. Hein, on l'a vu chez des patrons de grandes banques américaines. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille prendre ça comme des signaux extrêmement fiables d'une tendance long terme. Enfin, en tout cas, il faut être extrêmement prudent. Beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, où la construction, encore une fois, réglementaire et des convictions globales est beaucoup plus progressive, donc plus lente, c'est vrai, mais qui, d'une certaine façon, crante les choses de façon beaucoup plus claire dans le temps et donne peut-être aussi plus de visibilité. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit sur le précédent panel, c'est aussi pour ça, je pense qu'en ce moment, l'Europe et la France en particulier a une carte intéressante à jouer pour attirer cette industrie, parce que l'industrie crypto au sens large a besoin de visibilité réglementaire. Il faut avoir des marchés ouverts sur lesquels on puisse déployer les offres. Et clairement, il y a plus de visibilité en Europe, alors qu'aux États-Unis, on le sait très bien, il y a des agences qui se bagarrent les unes avec les autres pour réglementer le secteur, et encore des divergences d'opinion, et probablement un niveau effectivement de compréhension qui est différent de celui qu'on connaît en Europe. Ouais, je suis d'accord. Si bizarrement tous les acteurs aient été plus américains, avec un barycentre plus américain, ils auraient compris beaucoup plus vite et ils auraient été beaucoup moins agressifs, comme on a pu le voir au cours des derniers mois. C'est une réalité aussi. Hein. Je pense que là-dessus, ils font pas de sentiments. C'est pas une industrie américaine. Les gros acteurs sont pas américains, ou il y en a très peu. Finalement, on se rend compte que toute l'innovation, elle se fait ailleurs. Si ça avait été un cas différent, ça aurait été autre chose. Donc autant en profiter. Comme tu disais, on a des régulateurs qui comprennent bien. Autant vraiment être les leaders mondiaux là-dessus. Après, juste le risque dans cet environnement, c'est que l'Europe soit la sandbox des États-Unis et qu'on voit arriver effectivement des gros acteurs américains avec des moyens importants.
Enfin, on le voit hein, dans les services financiers, les gros acteurs bancaires aujourd'hui qui sont actifs dans le domaine de la crypto, c'est-à-dire nos compétiteurs directs chez SG Forge. Si je prends le top 5, c'est que des banques américaines, hein, c'est pas des banques européennes ou françaises, parce qu'il y a cette puissance de frappe et d'investissement qui fait que voilà, il y a des moyens, il y a de l'accès client et un environnement réglementaire relativement friendly en Europe, encore très fermé aux États-Unis. On sait qu'à un moment donné, lorsque les positions concurrentielles vont commencer à se cristalliser, là aussi, il n'y aura rien de gravé dans le marbre. Et je pense qu'on ne sera pas à l'abri d'un revirement réglementaire à 180 degrés aux US, hein, ça peut tout à fait arriver, pour que le marché s'ouvre complètement au moment où des acteurs nationaux seront en position de force et peut-être de domination sur ces activités-là. Eh bien, on peut passer aux questions du public, si vous en avez. S'il y en a, en tout cas. Hein, Laurent en a une. Bonjour, Laurent. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, petit exercice de science-fiction. Imaginons une crise de la dette souveraine en 2024, conduisant à une crise bancaire en 2025. Et par exemple, Binance rachetant une grande banque européenne type BNP Paribas. Est-ce que ce ne serait pas ça, le choc d'adoption qui ferait qu'à la fois BNP aurait les moyens et la volonté d'aller sur la crypto, et par mimétisme, les autres grandes banques qui se diraient maintenant on est obligé d'y aller. Alors je ne sais pas à qui je pose la question, Claire a l'air de vouloir y aller. Ou alors les États sauvent tout ça et remettent de l'argent. Hein. Ouais, mais il y a quand même le rachat de Lehman Brothers entre-temps. Alors le scénario dit comme ça est quand même hautement improbable, mais en revanche, il y a un truc qui est quand même assez probable, c'est qu'à un moment donné, il y a effectivement des acteurs crypto de taille significative qui rachètent des acteurs bancaires traditionnels. Alors sans que ce soit nécessairement Binance qui rachète BNP Paribas, c'est pas impossible que ce se fasse dans ce sens-là. Et déjà ça, ce serait des petits chocs qui conduiraient probablement des banques à se poser des questions. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est plutôt, ce serait quoi l'intérêt pour un Binance de racheter un BNP Paribas en quasi-faillite, quoi. Parce que si on est Binance, on a peut-être plus envie de se dire la finance de demain va circuler uniquement sur des protocoles décentralisés, sur des blockchains, sur de la crypto. Est-ce qu'on croit vraiment dans le futur de la banque traditionnelle ? Je pose la question, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de Binance d'aller opérer une banque traditionnelle. Je peux peut-être ajouter quand même une partie. D'abord, par rapport à 2008, quand même, les banques sont quand même mieux capitalisées, et ça, c'est des choses qui sont regardées quand même beaucoup plus structurellement. Donc, c'est quand même un petit peu. Mais au-delà de ça, on a un exemple en France d'un acteur télécom qui a racheté une banque et qui a dû obtenir une licence bancaire. Donc en fait, c'est très simple. Hein. Si vous avez un acteur non régulé qui rachète un acteur régulé, à un moment ou à un autre, et nous, on le sait nous-mêmes aussi, le régulateur va regarder la structure d'au-dessus et va réguler la structure d'au-dessus. Donc de toute façon, en fait, mécaniquement, ça les obligera à eux-mêmes se mettre dans une seringue où ils seront obligés de réguler le reste de leur activité. Donc ça ne serait pas la solution pour eux. Oui, sans aller nécessairement sur un scénario de crise de la dette, de toute façon, le scénario que tu évoques d'un acteur crypto qui achète un acteur financier, alors, je ne pense pas non plus BNP, mais en tout cas des acteurs peut-être de plus petite taille, ne serait-ce que pour accéder à des licences bancaires, je pense que c'est un scénario tout à fait plausible qu'on va avoir dans les années qui viennent. Et inversement, c'est-à-dire, je pense on est clairement dans un scénario de convergence entre les acteurs crypto et les acteurs bancaires. Les acteurs crypto ont la technologie et déjà un certain accès à la clientèle retail. Ils font le chemin réglementaire, puisque la réglementation s'appliquera à eux de plus en plus, et encore plus avec MiCA devant nous.
Mais également, inversement, de l'autre côté, les acteurs bancaires, en particulier, je pense sur les activités de marché, vont aller de plus en plus vers des cas d'usage et de l'intégration de technologies blockchain ou crypto dans leurs opérations. Nous, c'est complètement notre mandat et ce qu'on fait chez SG Forge. Et donc, on fait le chemin du côté technologique, j'ai envie de dire. Mais cette convergence est en train de s'opérer. Donc, on va le voir arriver. Mais bon, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que nous aussi, on est dans le game. Hein. On est aussi, on va dire, à l'affût de ces opportunités. Et on peut voir aussi les opérations s'opérer des deux côtés pour cristalliser le marché et encore une fois ouvrir des nouvelles franchises là où ça fait du sens, quand encore une fois on a un terrain de jeu, notamment réglementaire, qui se clarifie. Je suis intéressé de la sortie de ton bouquin, Laurent, si tu veux. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Je me posais la question de l'avènement des monnaies numériques de banque centrale qui se profilent un petit peu dans plusieurs pays actuellement, pour probablement dans quelques années. Est-ce que... J'ai deux questions en fait. Par rapport aux banques, est-ce que vous voyez ces monnaies comme potentiellement une activité un peu concurrente à celle de ce que fait la banque, ou au contraire c'est une activité complémentaire? Et par rapport à l'adoption, la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que finalement ces MNBC vont venir entraver l'adoption en providant une alternative à justement ce qui est disponible en termes de systèmes cryptographiques décentralisés notamment, ou est-ce qu'au contraire ça va forcer les gens à se poser justement la question, autant les entreprises que les particuliers d'ailleurs, de se rediriger vers des systèmes justement décentralisés comme le Bitcoin. Voilà, c'était un peu ça ma question. En gros, est-ce que les monnaies banques centrales vont tout emporter, ou alors est-ce que naturellement les gens vont essayer de se sortir de ça? En gros, c'est ça la question. Comme ça, j'ai compris. Ok, je vais simplifier ma question. Ouais, alors, est-ce que les MNBC vont accélérer l'adoption du Bitcoin ou la freiner? Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, la question des monnaies numériques de banque centrale, de mon point de vue, elle est fondamentale dans le chemin d'adoption de la crypto au sens large, en particulier évidemment sur les moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a toutes les banques centrales du G7 qui travaillent sur le sujet. La BCE est assez en avance. Il y a des groupes de travail qui existent depuis maintenant pas mal de temps. Il y a une accélération très forte du calendrier. Il y a ça a été aussi une demande de l'industrie bancaire, une demande vis-à-vis de la BCE de clarifier l'agenda et l'objectif, ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils vont faire de plus en plus. Il y a aussi des programmes d'expérimentation très concrets qui vont démarrer prochainement pour rendre tout ceci beaucoup plus palpable, avec clairement, dans le cas de la BCE, ce n'est pas le cas de toutes les banques centrales, une distinction très nette entre ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale retail et wholesale. C'est deux cas d'usage très différents. Sur le retail, encore une fois, on vit dans un monde numérique et qui se numérise, digitalise à grands pas dans tous les secteurs d'activité. On a des plateformes numériques de partout. Le besoin d'avoir un instrument de paiement nativement digital, il est évident. En termes de fluidité, de rapidité, de sécurité, et on est tous d'accord que les canaux de paiement historiques, notamment bancaires, tels qu'ils existent aujourd'hui, sont lents, chers et plus adaptés aux usages actuels de ces plateformes qu'on connaît tous.
et bon, je ne développerai pas, mais il y a des parallèles sur les paiements de gros, notamment interbancaires. La question fondamentale des monnaies numériques, je pense, c'est pas est-ce qu'elles vont arriver ou pas, c'est le modèle, et notamment le modèle opérationnel que les banques centrales vont choisir pour ces monnaies numériques. Et là aussi, il y a deux enjeux majeurs. Bon, pas de mystère, c'est le rôle de la monnaie. Et finalement, et c'est très intéressant d'ailleurs quand vous en discutez avec des banquiers centraux, c'est quel est le vrai mandat, le mandat ultime d'une banque centrale. Et ça les pousse, et c'est très bien aussi, à se poser des questions qui, pendant des générations de banquiers centraux, n'ont pas eu lieu d'être. Et évidemment, ça donne lieu à des débats internes, parfois très virulents, et à un moment donné, des prises de position. La deuxième question, le deuxième enjeu, c'est et on pourrait encore une fois le résumer à l'adoption, c'est le niveau de perturbation que l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale va induire dans le système monétaire. Et en particulier, sans refaire de théorie monétaire, vous savez que le bilan des banques, c'est quelque chose qui est extrêmement structuré. Une banque, c'est un tuyau de refinancement de l'économie, de transformation de dépôts en emprunts et finalement de financement de l'économie et des entreprises. Et tout ceci est extrêmement structuré, notamment par les ratios de Bâle, dans la façon dont on structure les bilans bancaires. Suivant la façon dont on structure une monnaie digitale de banque centrale, vous pouvez sortir une partie de la masse monétaire du bilan des banques et donc perturber tout le circuit monétaire, toutes les politiques monétaires et tous les circuits de refinancement. Et tout l'enjeu de ces travaux autour des monnaies numériques de banque centrale, c'est de trouver le bon équilibre entre ces différents paramètres. Et la place des cryptos, et notamment de Bitcoin, dans cet écosystème, en fait, va dépendre des réponses qui sont très clairement pas du tout posées encore à ces différentes questions. Eh ben, pile on time. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et puis longue vie à Bitcoin.